Depuis plus de 60 ans, tout le monde croit connaître l'histoire de Rennes-le-Château. Une histoire de faux parchemins, de mystification, d'un certain Pierre Plantard et de son fameux prieuré de Sillon. Le verdict semble définitif. Tout cela a été inventé au XXe siècle. Et pourtant, il existe un problème. Un problème que les théories classiques n'expliquent jamais. Certaines pièces du dossier existaient avant même la naissance de Plantard. Des pierres, des archives, des relevés oubliés du XIXe siècle. Et plus j'ai remonté la piste, plus la réalité s'est imposée. Et si cette histoire n'avait pas été inventée, mais volée? Car derrière le folklore moderne de Rennes-le-Château se cache peut-être quelque chose de bien plus ancien. Un réseau d'initiés, des poètes, des érudits, des hommes convaincus qu'un langage symbolique pouvait traverser les siècles. En réalité, il s'agit d'un savoir condamné, d'une mémoire interdite et d'un message dissimulé avant la Révolution française. Soyons clairs, Pierre Plantard a manipulé l'affaire de Rennes-le-Château. Les fameux dossiers secrets déposés à la Bibliothèque nationale sont bien une construction moderne. Le problème, c'est qu'on a fini par tout mélanger. Car il existe en réalité deux affaires distinctes. D'un côté, le mythe fabriqué autour du prieuré de Sillon. Il s'agit de documents contemporains déposés à la BNF entre 1964 et 1967 sous le nom de dossier secret d'Henri Lobineau. Et de l'autre, un dossier historique beaucoup plus ancien que Plantard semble s'être approprié. Officiellement, Plantard affirme avoir reçu les documents de Philippe de Chérizet en 1964 avant de les transmettre à Gérard de Sède pour l'écriture de l'Or de Rennes. Mais plusieurs éléments montrent qu'il connaissait ces pièces bien avant cette date. Dès 1960, Plantard commence à intégrer certains éléments de Rennes-le-Château dans son propre mythe personnel. C'est précisément à cette période qu'il adopte la formule « Et in Arcadia ego ». Une phrase centrale dans toute l'affaire et que Plantard récupère pour en faire la devise de son prieuré de Sillon. Visiblement, Plantard aurait eu connaissance du dossier Saunière à partir de 1960. Probablement qu'après 4 années de recherche infructueuses, le relais fut passé à Gérard de Sède d'abord, et puis à d'autres chercheurs ensuite. Plantard semblait avoir compris qu'il existait derrière ce dossier une véritable tradition d'initiés protégeant un secret ancien, mais incapable d'en percer le mystère, il aurait profité de son avance sur ce sujet pour construire une mystification capable de donner une assise à ses ambitions mégalomanes. Mais alors, qu'avait-il réellement découvert en mettant la main sur ce dossier ? Pour comprendre, il faut revenir aux pierres. Parce que les pierres, elles, mentent beaucoup moins facilement que les hommes. Parmi les pièces publiées dans l'Or de Rennes apparaissent plusieurs éléments extrêmement étranges. Notamment, un parchemin double face, des pierres gravées anciennes et un faux parchemin créé par Philippe de Chérizet pour donner corps au roman de Gérard de Sède. Il s'agit du parchemin dit du sot-pêcheur. Pendant longtemps, les sceptiques ont affirmé que tout cela avait été fabriqué au XXe siècle. Le problème, c'est que certaines de ces pièces étaient déjà documentées dans les archives scientifiques bien avant l'affaire Plantard. La stèle de Blanchefort apparaît dans les bulletins de la Société d'études scientifiques de l'Aude dès 1906. À cette époque, Pierre Plantard n'est pas encore né. Le registre le plus ancien existant au sujet des artefacts manipulés par Plantard est le dossier intitulé « Pierre gravée du Languedoc ». Son auteur, Eugène Stublein. Un nom totalement oublié aujourd'hui, mais bien réel. Instituteur de l'Aude, érudit local, passionné d'astronomie et de thermalisme, en 1877, il publie son seul ouvrage répertorié. Il s'agit d'un article consacré aux établissements thermaux de la région de Limoux. Il s'agit donc d'un spécialiste du thermalisme audois qui forcément s'était intéressé à Rennes-les-Bains.
Posons la question. Comment un faussaire parisien des années 1960 aurait-il pu avoir connaissance d'un personnage aussi inconnu et crédible afin de lui attribuer la création d'un faux dossier? Sans Internet, sans archives numérisées, sans accès simple aux fonds régionaux. D'autant plus que si l'on fait une brève analyse de ce dossier Stublein, un détail historique frappe immédiatement. À l'exception de la dalle de Blanchefort, absolument tous les autres artefacts qui y sont répertoriés possèdent des références documentées et sourcées ailleurs. Le dossier s'appuie sur une base indéniablement concrète. Ce qui nous amène à une conclusion capitale. La seule et unique pièce de toute cette affaire qui n'apparaît absolument nulle part dans aucune archive, c'est le parchemin. Or, la logique est implacable. Ce parchemin contient la base du code, la fameuse séquence de lettres qui se transforme en message crypté. Mais la clé de ce code, c'est la stèle. Une stèle dont l'existence à l'identique est certifiée sans le moindre doute dès 1906. Puisque la dalle existait et qu'elle était déjà codée, cela signifie que le code existait déjà. Dans ces conditions, personne, et certainement pas Plantard, n'aurait pu inventer de toutes pièces le texte de ce parchemin des décennies plus tard pour qu'il corresponde parfaitement à une pierre gravée du siècle précédent. Le parchemin est donc un objet authentique, un document ancien, très probablement volé, puis détourné de son sens originel. Bien sûr, il est tout à fait envisageable, et même probable, que ce parchemin originel, tout comme le dossier Stublein, ait été modifié par Plantard. Des ajouts stratégiques, de petites falsifications ciblées visant à inscrire de force quelques éléments liant l'ensemble aux Mérovingiens et au prieuré de Sion. Je répète donc la question, et si Plantard n'avait jamais créé ces documents? Et s'il les avait simplement récupérés? Au cœur de toute cette affaire se trouve une pierre, une seule, la dalle de Blanchefort. Et plus on l'étudie, plus elle devient incompréhensible, parce qu'elle semble appartenir à deux cultures différentes. D'un côté, une inscription extraordinairement complexe, digne des spéculations philosophiques de l'Antiquité. Des caractères grecs, du latin, des glyphes, des anagrammes, des chiffres-mots. Et de l'autre, une formule médiévale rédigée en bas latin, beaucoup plus tardive, Redis, Regis, Arcis, Celis, comme si deux couches historiques avaient été assemblées sur une même pierre. Comme si cette dalle était moins un monument qu'une archive. Une archive de l'évolution d'un symbole, et ce symbole possède un nom, Et in Arcadia ego, une phrase mystérieuse qui a traversé les siècles. On la retrouve dans les tableaux du Guerchin au XVIIe siècle, puis chez Nicolas Poussin, toujours associée à la mort, à la mémoire, au paysage et à une vérité cachée dans un tombeau symbolique. Mais ici, dans ce petit territoire oublié du Languedoc, l'énigme prend une forme totalement différente. Car la dalle de Blanchefort, par sa formulation bilingue, semble être la version archaïque de ce mystère. Sans doute même sa forme primitive et originale. Et ce propos est exactement le message du parchemin. Puis, le parchemin conduit vers un objet totalement inattendu. Un manuscrit vieux de plus de 15 siècles, le Codex de Bèze. L'un des manuscrits bibliques les plus importants du christianisme ancien. Le parchemin de Rennes-le-Château est de toute évidence une copie du codex original de Bezae. Les onciales sont identiques, et même la césure présente dans le texte y est reproduite, comme un aveu de conformité au document original. Le parchemin pointe du doigt une affaire vertigineuse. Les deux extraits qui le composent proviennent de pages déjà codées dans le manuscrit original. Sur une page, des lettres décalées forment archérédie,
une formule pouvant être lue comme Arca Dei, l'arche de Dieu, un écho troublant au Arcis Celis gravé sur la dalle et aux anagrammes de la formule Et in Arcadia ego. Sur l'autre page apparaissent des marques marginales formant APX, PAX, exactement les mêmes glyphes que ceux présents sur la pierre de Blanchefort. Et le plus dérangeant, c'est que les analyses modernes réalisées sur le codex original ne sont pas des ajouts postérieurs au IXe siècle, date de restauration du manuscrit. Autrement dit, l'idée que Plantard et Chérizet aient fabriqué tout cela est totalement absurde. Le dossier Saunière n'est pas une invention moderne, au contraire, il s'agit des fragments rassemblés d'un système beaucoup plus ancien. Mais alors, qui a conçu ce langage ? Qui a relié l'Arcadie des humanistes italiens aux montagnes du Razès ? Puisqu'il est question d'initier et d'un langage codé utilisé dans certains romans initiatiques, jouons à ce jeu. Si Maurice Leblanc évoque un abbé-gélis, des documents à propos d'un trésor ancien et royal, le secret d'une forteresse souterraine au milieu du monde, il ne manque pas de préciser que ce secret transmis de père en fils aurait été perdu à une date bien précise, celle de la décapitation du dernier des initiés. Une date bien précise, un indice majeur. 7 Thermidor de l'an 2, le 25 juillet 1794. Quelques jours à peine avant la chute de Robespierre. Ce jour-là, 2 hommes montent à l'échafaud, André Chénier et Jean-Antoine Roucher. 2 poètes, 2 érudits fascinés par l'Antiquité, l'Arcadie et les traditions symboliques de la Renaissance. Et soudain, tout commence à s'aligner, car derrière le folklore moderne de Rennes-le-Château apparaît un autre monde, celui des derniers héritiers des philosophies humanistes du XVIIIe siècle, des hommes persuadés qu'un langage poétique pouvait transmettre un savoir interdit, et dans leur entourage proche apparaît une figure essentielle, Anne-Marie de Beaufort. En 1794, le nom d'Anne-Marie de Beaufort ne présage pas encore de lien direct avec le Razès, bien que ses origines familiales sont bien ancrées dans le Languedoc. Femme de lettres, aristocrate inscrite au cœur même des réseaux royalistes, elle deviendra en 1809 Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul, en épousant Charles-Marie Benjamin d'Hautpoul, le petit-fils de Marie de Nègre-d'Able. Charles-Marie Benjamin d'Hautpoul et Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul sont donc les héritiers directs du rassemblement des branches Hautpoul-Blanchefort et Hautpoul-Féline à la succession de Marie de Nègre-d'Able. La charnière entre l'héritage de Rennes-le-Château et les milieux littéraires, aristocrates et royalistes est donc bien réelle, inscrite sur le papier. Le lien entre Paris et le Razès à l'époque de la Révolution devient alors direct, historique, presque impossible à ignorer. À mesure que la Révolution approchait, ces hommes et ces femmes comprenaient que leur monde était menacé de disparition. Alors, ils prirent une décision, préserver l'essentiel, pas forcément un trésor ou de l'or, mais une mémoire, une structure symbolique, une mécanique de transmission. Le tombeau de Blanchefort et les parchemins devinrent alors une capsule temporelle livrée à la postérité. Née Anne-Marie Gauthier de Coutances, la future Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul appartient à cette noblesse cultivée du Languedoc et du Midi toulousain qui gravitait, à la fin de l'Ancien Régime, autour des académies provinciales, des milieux administratifs et des salons littéraires. Très jeune, elle fréquente les cercles poétiques liés aux jeux floraux et s'inscrit dans l'univers intellectuel et sensible des dernières générations littéraires de l'Ancien Régime. Son premier mariage avec Jean-Michel de Brandouin, marquis de Beaufort, l'inscrit ensuite dans les milieux aristocratiques et salonniers de Paris, où se croisent hommes de lettres, élite administrative et réseau politique modéré, bientôt emportés par la Révolution. Son mari,
compromis dans les réseaux royalistes de l'immigration, meurt en 1795 dans le contexte des troubles contre-révolutionnaires liés à l'expédition de Quiberon, tandis qu'Anne-Marie elle-même traverse les années de la Terreur dans une situation politiquement périlleuse. Après une longue période de rupture et de recomposition sociale sous le Directoire, puis sous l'Empire, elle épouse en 1809 Charles-Marie Benjamin d'Hautpoul, petit-fils de Marie de Nègre-d'Able. Ce mariage unit alors deux familles anciennement enracinées dans les réseaux administratifs, militaires et parlementaires du Languedoc, dans un mouvement plus large de reconstitution des anciennes continuités aristocratiques après la Révolution. Anne-Marie de Beaufort aurait-elle été le bras droit de Marie de Nègre-d'Able ? Le lien entre la marquise et les auteurs du parchemin et de la stèle codée qui lui servit de sépulture ? André Chenier et Jean-Antoine Roucher n'étaient pas de simples poètes. Ils appartenaient à cette génération d'humanistes qui voulaient refonder le siècle des Lumières sur les modèles philosophiques et esthétiques de l'Antiquité. Chenier, d'origine gréco-française, rêvait de faire renaître la poésie grecque dans le monde moderne. Roucher, originaire de Montpellier, partageait cette même fascination pour Virgile, la poésie pastorale et les grands héritages humanistes de la Renaissance italienne. Tous deux évoluaient dans la continuité d'une tradition intellectuelle issue de l'école pontanienne de Naples, celle qui avait donné naissance au songe de Polyphile à la fin du XVe siècle, puis à l'Arcadia de Saint-Lazare quelques années plus tard. Dans cette culture, le paysage, le tombeau et la poésie devenaient les supports d'un langage symbolique destiné à transmettre une pensée cachée. Et c'est précisément dans ce même milieu aristocratique et littéraire parisien qu'apparaît Anne-Marie de Beaufort. Femme de lettres, elle appartient au réseau culturel fréquenté par les grands humanistes de la fin de l'Ancien Régime et deviendra par alliance l'héritière directe de Marie de Nègre-d'Able, la marquise d'Hautpoul-Blanchefort de Rennes-le-Château. Le rapprochement devient alors troublant. Les héritiers de Blanchefort gravitent dans le même univers intellectuel que les derniers poètes de l'Arcadie française. Puis vint la terreur. Ces cercles lettrés, aristocratiques et humanistes, deviennent suspects aux yeux de la Révolution. Chenier et Roucher sont arrêtés pour complot contre la République. Le 7 Thermidor en deux, les deux hommes montent ensemble dans la charrette des condamnés. Au milieu du vacarme et pour braver la mort, ils récitent ensemble les premiers vers de la tragédie Andromaque de Jean Racine. Chenier commence. « Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. » Et Roucher lui répond « Et déjà son courroux semble s'être adouci depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. » Quelques instants plus tard, au pied de l'échafaud, Chenier se frappe le front, foudroyé par l'inachèvement de son œuvre, et lâche un dernier regret. « Je n'ai rien fait pour la postérité, pourtant il y avait quelque chose là. » Peu après, les deux poètes sont guillotinés. Et avec eux disparaît peut-être tout un monde, celui des derniers humanistes pour qui la poésie, les symboles et l'Arcadie formaient encore un langage capable de traverser le temps. Pendant plus de 60 ans, l'affaire de Rennes-le-Château a été enfermée entre deux extrêmes, le fantasme et le débunkage systématique. Mais entre les deux, il existe peut-être une véritable histoire. Une histoire de transmission, de mémoire interdite, d'érudits condamnés et d'un langage symbolique ayant survécu à la terreur. La Révolution a tranché les têtes, mais elle n'a peut-être jamais réussi à détruire le langage. Et 2 siècles plus tard, ce langage parle encore. Tout le cheminement que nous venons d'explorer, les archives, les pierres, les codes, les liens historiques et la mécanique cryptologique, je l'ai rassemblé dans mon nouveau livre. Non pas comme un simple essai, mais comme une immersion complète dans cette énigme,
à travers le mode de la fiction. Ce livre marque aussi la fin de mon travail vidéo sur le sujet des deux reines. J'ai voulu aller jusqu'au bout, rassembler les pièces, partager l'enquête, et l'aventure continue sur cette chaîne bien sûr, mais cette histoire, celle de l'Arcadie et du secret du Razès, appartient désormais au livre. Le lien est dans la description, et pour ceux qui choisiront d'ouvrir cette porte, bonne lecture.